Il me fait plaisir d'accueillir Valérie Marcil. Valérie Marcil va nous parler maintenant des aspects plus métaboliques associés aux survivants des cancers. Valérie Marcil est PhD, elle est chercheuse en nutrition. Elle a complété ses études de maîtrise en 2002 et son doctorat en nutrition avec mention d'honneur à l'Université de Montréal en 2008. Elle a par la suite complété son stage postdoctoral à l'Université McGill dans le domaine de la gastroentérologie, du métabolisme et de la génétique. Ses intérêts de recherche portent principalement sur le développement des maladies chroniques, cardiovasculaires et métaboliques chez les survivants de cancer pédiatrique et sur les mécanismes qui les expliquent. Docteur Marcil, il me fait grand plaisir de vous accueillir. Alors, bonjour tout le monde. Wow. C'était de la bio. Merci Caroline pour l'invitation. Oups. Voilà, OK. Je pense que je ne connais pas plusieurs d'entre vous. Peut-être qu'on s'est déjà croisés. Mais bon. Oui, je suis chercheur ici au CHU Sainte-Justine, mais je suis aussi nutritionniste. Donc, vous allez voir, ça explique bien des choses. Je suis contente, Caroline vous introduit l'étude Pétale. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vraiment, on recrute environ 250 survivants. On est rendu à environ 140. Et j'espère que vous êtes convaincus que les survivants des cancers pédiatriques, et dans ce cas-ci, on regarde plus spécifiquement la leucémie lymphoblastique aiguë, que ces gens-là sont plus à risque de développer certaines complications, qu'elles soient cardiaques, osseuses, neurocognitives, ou encore les complications métaboliques. Et moi, j'ai été impliquée dans l'étude Pétale pour justement évaluer ces complications métaboliques chez nos survivants. Cette étude se fait en collaboration, mais en fait, le PI, c'est Daniel Sinette, Dr. Émile Lévy et le PI au niveau cardio-métabolique. Et moi, je travaille avec lui, là, puis avec beaucoup d'autres gens sur ce volet. Donc, ça aussi, vous l'avez déjà vu. Et oui, on guérit beaucoup de gens de la leucémie lymphoblastique aiguë, mais par contre, ces personnes sont prises avec des complications à long terme. Quand je parle de complications métaboliques, bon, vous savez probablement obésité, intolérance au glucose ou diabète de type 2, dyslipidémie, hypertension artérielle. Ce qui, là, plus ou moins, selon certaines définitions, comment on arrange tout ça, constitue le syndrome métabolique. Donc, les paramètres qu'on a évalués dans l'étude Pétale, on regarde plusieurs paramètres, c'est sûr qu'on regarde la génétique, tout ça, mais au niveau paramètres cardio-métaboliques, on va regarder chez les patients s'il y a présence d'obésité ou de surpoids, et ça, on évalue ça en regardant l'indice de masse corporelle, donc l'IMC, ou encore en mesurant le tour de taille. S'il y a présence d'hypertension ou de préhypertension artérielle, de résistance à l'insuline, donc on regarde leur glycémie à jeun, leur hémoglobine glyquée et aussi le HOMA-IR. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi le HOMA-IR. C'est un calcul qu'on fait à partir de la glycémie et de l'insuline à jeun. On fait un petit calcul, ça nous donne un proxy, une idée de la résistance à l'insuline. Et on regarde aussi notre domaine, les dyslipidémies. Donc, si notre patient a des triglycérides élevés, des LDL cholestérol élevés ou des HDL bas. Je vais revenir là, sur les différentes lipoprotéines, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, pourquoi on veut regarder le syndrome métabolique chez ce survivant? Est-ce que ça n'a pas été déjà fait dans le passé? Oui, il y a des études, il y a des cohortes qui l'ont regardé. Et chez les jeunes adultes, là, c'est la prévalence du syndrome métabolique, c'était entre 9 et là, les dernières études, plus de 30-40 %. Donc, il y a vraiment des divergences entre les résultats. Syndrome métabolique, c'est un syndrome, donc c'est une combinaison là, des facteurs que je vous ai dit. Et au niveau de la définition, c'est plus ou moins, les définitions changent selon les modes, selon les années. Certaines études ont regardé seulement certaines composantes du syndrome métabolique, comme juste l'hypertension artérielle ou juste l'obésité, sans prendre en compte tous les facteurs de risque cardiovasculaire. La plupart, en fait, toutes les études jusqu'à maintenant n'ont pas tenu compte des facteurs de prédisposition génétique. Et nous, ici, on a une cohorte principalement constituée de Canadiens français. Donc, on a un bassin génétique assez homogène et c'est important surtout au niveau là, des dyslipidémies, là, quand on sait qu'il y a un gros facteur génétique.
personne n'a regardé les facteurs cardiométaboliques chez les enfants ou chez les adolescents. Ça a toujours été fait chez l'adulte. De toute façon, les enfants ou les adolescents, on pense qu'ils n'ont jamais de problème au niveau cardiométabolique. Une chose qui est intéressante, c'est qu'on ne sait pas si le syndrome métabolique qu'on voit chez ces patients-là, c'est typique. Généralement typique, il y a de l'obésité abdominale, résistance à l'insuline, il va se développer une dyslipidémie. Est-ce que vraiment leur syndrome métabolique se développe de cette façon? Il semble que non. Jusqu'à maintenant, les résultats préliminaires nous montrent que ce n'est pas un syndrome métabolique qui est typique, qui est différent de ceux qu'on voit généralement. Et évidemment, il y a très peu de données sur les mécanismes. Donc, pourquoi il y a plus de ces facteurs de risque dans la population de survivants? On ne sait pas. Donc, je vais commencer par vous présenter les résultats d'un échantillon, donc les 118 premiers patients du projet PETAL. Donc, vraiment au niveau de la prévalence de nos facteurs de risque cardiovasculaire. J'attire votre attention, là, ça c'est notre cohorte de 118 patients, les 118 premiers. Je les ai divisés en hommes, femmes, garçons et filles. Donc, garçons et filles ont en bas de 18 ans. Regardez l'âge moyen. L'âge moyen de notre cohorte, c'est 22,4 ans. Donc, un âge médian, là, c'est 20,8 ans là, dans ces eaux-là. Mes hommes, ce n'est pas des hommes de 40, 50 ans, en général 60 ans. Ce sont des hommes, la moyenne d'âge est de 25,7 ans. Donc, ils sont jeunes. C'est des jeunes dans la vingtaine. On en voit aussi quelques-uns dans la trentaine. Nos garçons, nos filles, ce sont généralement des adolescents. Donc, on a une cohorte très, très jeune. Donc, gardez ça en tête quand je vais vous montrer les résultats, parce qu'on n'est pas en train de regarder des résultats sur des gens qui ont 40, 50 ans, chez lesquels on voit habituellement l'apparition de complications cardiométaboliques. Si on regarde l'obésité ou le surpoids en IMC ou tour de taille, j'ai quand même 67 de mes femmes qui ont un surpoids ou une obésité. C'est quand même beaucoup, 44 des hommes, 48 des garçons, 42 des filles. Les valeurs sont quand même assez sévères. En général, on peut voir une légère obésité ou un surpoids. L'obésité morbide, on n'en voit quand même pas beaucoup. Donc, ça n'explique pas tout ce qu'on voit par la suite, ce que je vais vous montrer par la suite. Pression artérielle, quand même pas beaucoup. On a un peu de préhypertension là, chez nos hommes. 18 ont une préhypertension, 3 donc un patient a de l'hypertension. Donc, ça fait quand même 21 Donc, pour des jeunes dans la vingtaine, 21 de préhypertension, c'est quand même relativement élevé. Là où ça commence aussi, la résistance à l'insuline. Regardez, 26 de mes hommes ont une résistance à l'insuline. Donc, dans la vingtaine, déjà, le processus de développement du diabète de type 2 est entamé. 14 de mes adolescents ont une résistance à l'insuline. Donc, ça veut dire qu'ils vont être diabétiques si ça continue dans cette voie assez jeune, merci. Les femmes aussi, près de 20 de mes femmes ont une résistance à l'insuline déjà à leur jeune âge. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher, parce que c'est mon domaine, les dyslipidémies, je les ai séparées en 3 groupes. Quel patient a des triglycérides élevés? Les LDL, cholestérol élevé, donc les LDL, les lipoprotéines qui sont le mauvais transporteur de cholestérol, si on veut. Les lipoprotéines qui vont aller déposer le cholestérol dans les parois des artères et créer des plaques athéromateuses. Donc, le LDL, on ne le veut pas trop bas. Les HDL, qui sont les bons transporteurs de cholestérol, qui, au contraire, vont aller rechercher ce cholestérol sous la membrane, sous la paroi, sous-endothéliale et les retourner au foie pour nettoyer, si on veut, les artères. Donc, on veut notre cholestérol HDL assez élevé. Au niveau des triglycérides, si on regarde les chiffres, bien, on peut regarder juste ceux qui ont des valeurs élevées, parce que ceux qui ont des valeurs limites, là, on est encore dans la normale, techniquement. 18 des hommes et 14 des femmes ont des triglycérides élevés. Déjà, 16 de nos petites filles aussi vont avoir des triglycérides élevés. Les LDL, chez les adultes, c'est au-dessus de 20 qui ont des LDL élevés. Ils n'ont pas 50 ans. Donc, dans la vingtaine, généralement, quand ils sont généralement pas trop obèses, ils ont quand même peut-être certains un petit surpoids, mais quand on les voit, ils ont l'air des ados, des jeunes adultes, là, tout à fait en santé. On ne penserait pas aller faire un bilan lipidique là, chez ces patients-là. Les HDL,
29 30 de mes hommes, près de 40 des femmes et des jeunes garçons qui ont des HDL bas. Les petites filles semblent sont meilleures avec ça. Donc, vraiment, les HDL bas, on en voit énormément. Pourquoi les HDL sont si bas? Oui, je ne le sais pas, mais c'est quelque chose qui est assez flagrant dans notre cohorte. Donc, si je mets tout ça ensemble, 50 de mes hommes, 60 de mes femmes, de mes garçons, 52 et les filles sont mieux, vont avoir une dyslipidémie dans notre cohorte pétale jusqu'à maintenant, ont une dyslipidémie. Donc, c'est quand même élevé comme chiffre. Encore une fois, ce n'est pas des patients qui vont aller voir un médecin de famille chez lesquels ils vont faire d'emblée un bilan lipidique parce qu'à 22 ans, qui se fait faire un bilan lipidique ici à 22 ans? Pas très peu de personnes. Donc, si je mets toutes ces perturbations métaboliques ensemble, j'ai quand même, si on accumule là, les facteurs, plus de 30 de mes hommes qui ont plus de 2 facteurs de risque, donc 2 ou 3 facteurs de risque, au-dessus de 40 de mes femmes, au-dessus de 30 de mes garçons et 16 de mes filles qui ont plus de 2 facteurs de risque. Donc, c'est sûr que le risque cardiovasculaire augmente à chaque fois qu'on a un facteur de risque supplémentaire. Et ça veut dire quoi comparativement? Comment est la population canadienne en général? C'est sûr qu'avec Pétale, on n'a pas une cohorte de contrôle à côté, mais on connaît quand même assez bien les données cardiovasculaires dans notre population. Je vous présente juste ici là, comme référence une étude qui a été faite chez les jeunes adultes canadiens, donc 18 à 39 ans. Donc, ce n'est pas une étude qui inclut des enfants, mais quand même, ça donne une idée. Si on regarde ceux qui ont 2 facteurs de risque ou plus, parce qu'on va laisser une chance, on va leur laisser un facteur de risque. Des fois, ça peut être un tour de taille un petit peu élevé, un HDL un petit peu bas, un LDL un petit peu élevé. Donc, donnons-leur un facteur de risque cardiovasculaire. Dans la population canadienne, 21,5 vont avoir 2, 3 ou 4 facteurs de risque. Dans notre cohorte, jusqu'à maintenant, les données préliminaires, c'est au-dessus de 30 chez les hommes, au-dessus de 40 chez les femmes, 33 chez les garçons et 16 chez les filles. Et là, je m'excuse, la flèche compatibilité, le Mac PC, mais le chiffre est 66 Donc, il me semble que c'est 66. En tout cas, autour de 70 de mes patients ont au moins un facteur de risque cardio-métabolique. Donc, j'en ai 30 environ qui sont parfaits. Et c'est sûr qu'on évalue la nutrition, on fait des questionnaires, savoir qu'est-ce qu'ils mangent, leur habitude de vie là, dans l'étude Pétale, ça joue en compte. Je n'ai pas encore de données, mais de manière instinctive, ceux qu'on rencontre qui ne sont pas parfaits, c'est-à-dire qui mangent leurs graines, qui mangent du pain brun, qui fruits et légumes, qui font du sport, qui boivent leur eau, pas de boissons gazeuses, etc., et qui sont même un peu à la limite orthorexiques, en bon langage de diététiste, ils ont quelque chose. Donc, c'est un peu le constat naïf là, que je peux vous faire là, aujourd'hui. Donc, on regarde le risque cardio-métabolique, c'est super. Mais c'est sûr que, en tant que chercheur, on veut savoir pourquoi. Donc, je ne veux pas vous casser les oreilles trop avec les mécanismes aujourd'hui, mais je voudrais quand même vous en parler un petit peu. Est-ce qu'on est capable de les prédire? On parle beaucoup de biomarqueurs aujourd'hui parce que c'est sûr qu'on va être capable de les prédire et nous, on a une cohorte qui est jeune. Donc, l'avantage de ça, c'est d'être capable de... On espère pouvoir trouver des biomarqueurs qui soient cliniques, qui soient biochimiques, qu'ils soient anthropométriques ou génétiques, qui vont prédire de manière très précoce les complications chez nos patients parce qu'on veut agir lorsqu'ils sont jeunes. Et puis après, on fait quoi avec ces patients-là? Donc, comme je vous ai dit, on veut savoir pourquoi. Donc, c'est sûr qu'on a des hypothèses. Notre hypothèse de départ était que soit les traitements, la chimiothérapie, la radiothérapie ou encore la leucémie comme telle peuvent créer un stress oxydant, une inflammation. En tout cas, ça a été démontré qui crée un état inflammatoire de stress oxydant. Et on sait que le stress oxydant et l'inflammation, c'est associé au développement de conséquences cardio-métaboliques. Donc, c'est un petit peu ça qu'on voulait aller regarder, valider. Et là, je vous donne juste 2 petits exemples de protéines inflammatoires, donc la CRP, que vous connaissez probablement. Si vous voyez les patients
qui ont les niveaux de CRP en fonction du nombre de facteurs de risque. Donc, c'est sûr que ceux qui ont 2 ou 3 facteurs de risque ont une CRP quand même plus élevée que les autres. C'est sûr que ce n'est pas un marqueur qui est très spécifique. Ça peut être un marqueur pour d'autres complications aussi, donc c'est un marqueur inflammatoire. Donc, juste pour vous montrer qu'il y a vraiment un état d'inflammation chez nos patients avec complications cardio-métaboliques. Une autre protéine que vous connaissez peut-être moins, le TNF-alpha, qui est élevé chez ceux qui ont des 3 facteurs de risque cardio-métabolique. TNF-alpha, c'est une protéine cytokine pro-inflammatoire qui va vraiment induire des réactions pro-inflammatoires dans l'organisme. Donc, vraiment, il y a de l'inflammation chez nos patients avec complications cardio-métaboliques. Est-ce qu'il y a du stress oxydant? Inflammation, stress oxydant, ça va ensemble. Je regarde ici une enzyme détoxifiante du H2O2, dont le H2O2 est un dérivé réactif de l'oxygène, qui va servir de molécule de signalisation dans la cellule, mais quand il y en a trop, oups, ça va mal, attaque l'ADN, attaque les lipides, les membranes, donc création de stress oxydant. Ce H2O2 est détoxifié par la GPX, ou la glutation peroxydase, en eau, donc de l'eau qui va être inerte. Donc, c'est une enzyme vraiment antioxydante. Donc, lorsqu'on mesure ces niveaux, plus on a des forces antioxydantes, plus la glutation peroxydase va être élevée. Et regardez ici, chez mes patients, on l'a mesuré justement l'activité de cette enzyme. Et chez mes patients qui ont un syndrome métabolique, bien, son activité est pas mal diminuée comparativement à ceux qui n'en ont pas. C'est juste pour vous donner une idée qu'on regarde tout plein de marqueurs aussi. On est en train de construire des modèles statistiques en corrigeant pour certains facteurs pour vraiment savoir qu'est-ce qui pourrait prédire les complications. Mais c'est assez évident, on a fait beaucoup d'autres marqueurs aussi, qu'il y a vraiment de l'inflammation du stress oxydant en relation avec nos complications cardio-métaboliques. Pourquoi? Donc, c'est là qu'on rentre dans les mécanismes. On n'a pas encore fini le recrutement de l'étude, on n'a pas encore terminé toutes les évaluations biochimiques. Donc, je ne peux pas exactement vous dire pourquoi. On a beaucoup d'hypothèses. Je peux vous en présenter une. Microbiote. Microbiote, c'est sûr, de ce temps-ci, est à la mode. On dit toujours, oui, mais tout est causé par le microbiote. Mais quand même, ça fait quand même un sens. Hein. On sait qu'on a des milliards de bactéries dans le gros intestin, des centaines de types. On a tous un pool un peu différent de bactéries. On en partage certaines et on en a certaines de différentes. Et selon les types de bactéries et la quantité, les ratios de certaines bactéries, ça a été associé à la présence d'obésité, de dyslipidémie et de résistance à l'insuline, de diabète de type 2 là, et aussi à d'autres complications. Donc ça, c'est quand même assez bien établi. En tout cas, c'est une hypothèse qui se tient jusqu'à maintenant. Et étant donné qu'on sait que les traitements ou encore la nutrition pendant la maladie va changer le microbiote intestinal, est-ce que ça se peut que des changements de microbiote intestinal pendant l'enfance vont créer un genre de phénotype de microbiote qui vont entraîner ces complications cardio-métaboliques à long terme? Je ne sais pas, c'est une question, c'est une des hypothèses là, qu'on explore. Et là, oui, on veut regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, on regarde qu'est-ce qui se passe. On n'a pas encore terminé, on est en train de le faire. Et chez les enfants, chez les jeunes adultes aussi, une cohorte très jeune. Pourquoi ça se passe? Peut-être stress oxydant, inflammation, qui peuvent servir aussi de biomarqueurs afin de prédire ces complications. Le plus tôt possible dans le cardio-métabolique est le mieux parce qu'on peut agir et prévenir les complications à long terme. Et maintenant, on fait quoi avec ces patients-là? C'est sûr que dans l'étude pétale, lorsqu'ils viennent, après leur visite, les nutritionnistes vont analyser les questionnaires de fréquence alimentaire, les journaux alimentaires. On va leur dire, on sait exactement combien de calories ils consomment, de gras, des pourcentages, les vitamines, alouettes. Donc, on leur fait un beau rapport avec leurs valeurs cardio-métaboliques, ce qu'on veut bien leur donner, leur HDL, leur LDL, la quantité de calories qu'ils consomment en fonction de leurs besoins, s'ils sont en déficit. Donc, on leur donne aussi des conseils nutritionnels que je pense qu'on essaie le plus possible d'être assez sensible, surtout lorsqu'on
On intervient avec des enfants parce que aussi il y a les problèmes d'image corporelle et on essaie de pas, on n'est pas trop sévère. Je pense qu'on est assez positif dans notre approche. C'est plus de jamais qu'on va dire à un enfant de perdre du poids ou des choses comme ça. On va être vraiment, je pense qu'on est vraiment positif dans notre approche, mais vraiment y aller avec des changements au niveau de leur habitude alimentaire et généralement les patients apprécient. Ce qu'on voit aussi, c'est partager une expérience que je vois souvent. C'est que lorsque personne n'aime ça se faire dire qu'ils ont une résistance à l'insuline, qu'ils sont prédiabétiques ou qu'ils ont une dyslipidémie, leur LDL est élevé ou leur HDL est bas. Personne n'aime se faire dire ça. Oh non, merde, il faut que je fasse attention maintenant. Mais ce qu'on me dit souvent, c'est qu'ils sont contents de le savoir. Parce que comment ça fait longtemps que je me fais suivre, j'ai 30 ans, j'ai 28 ans, on n'a jamais dosé mes lipides, on n'a jamais rien regardé ça. Donc maintenant, on me le dit, il y a de l'empowerment. Ils savent, il y a quelque chose qu'ils peuvent faire. On a des conseils à leur donner. Par contre, on n'a pas encore de plan de suivi, là, donc j'espère que ça pourra se développer. Il y a vraiment des interventions qui sont spécifiques aux survivants avec des professionnels de la santé. Tantôt, quand Caroline parlait dans l'équipe multi, je n'ai pas vu de nutritionniste, mais je pense que ça fait partie, c'est au centre de tous les risques qu'on peut voir au niveau de la nutrition, c'est vraiment modifiable. Donc, je pense que ça fait partie des professionnels là, qui doivent travailler auprès des survivants. Et en général, nos patients sont assez ouverts. Bon, c'est difficile de modifier des habitudes de vie, mais des fois, lorsque la carotte au bout du bâton est belle, les gens vont le faire. Et même des fois, on le voit, mais encore une fois, c'est intuitif, mais il y a certains de nos patients qui reviennent en phase 2, qui ont perdu du poids, qui me disent « Ah, j'ai fait plus attention à ci, à ça, et le tour de taille a diminué. » Donc, il me semble qu'ils ont un intérêt pour suivre les recommandations là, nutritionnelles. Donc, oui, c'est sûr qu'on va intervenir auprès de nos survivants et le plus tôt possible est le mieux. Il vaut mieux intervenir lorsqu'ils ont 15-20 ans qu'intervenir lorsqu'ils ont 50-60 ans que le processus d'athérosclérose est déjà bien entamé. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen aussi d'intervenir tout de suite lorsque les patients sont en rémission? Là, je peux intervenir au niveau nutritionnel. Donc, lorsqu'on les a, tout de suite lorsqu'ils sortent de l'hôpital, les mettre à l'affût de leurs risques et de leur dire justement qu'ils devront faire attention à leur santé parce qu'ils sont plus à risque de certaines complications qui sont modifiables. Et ultimement, développer des stratégies nutritionnelles là, pendant le traitement. Présentement, je pense ce que j'ai l'impression, on traite plus la malnutrition ou vraiment les problèmes aigus qu'on retrouve. Et c'est plus la philosophie, tant que tu manges, donc si c'est des mecs croquettes et des frites, tant qu'on mange, c'est correct. Il y a peut-être d'autres moyens d'améliorer justement la nutrition là, pendant le traitement ou des stratégies de suppléments nutritionnels. Là, ça reste à voir. Donc, en terminant, je vous remercie beaucoup pour l'invitation. Je veux remercier surtout toute l'équipe de santé métabolique, donc principalement Dr. Émile Lévy et Daniel Sinette, qui m'ont permis là, de me joindre à l'équipe Pétale et qui fait que j'en ai développé un programme de recherche et que là, je suis passionnée de mes survivants. Et bien sûr, à toute l'équipe de Pétale. Ils sont beaucoup. Merci beaucoup.